Chapitre 9. Le retour de Rouletabille. « Je ne suis pas d'accord », répéta la voix. Tout le monde se retourna. C'était Rouletabille, en chair et en os. « Non, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. Je suis de retour d'Amérique et je viens vous fournir les preuves que je vous avais promises. Seulement, nous ne pourrons les connaître qu'à 6h30. » « Monsieur, vous vous moquez de la Cour !» interrompit l'avocat général. « Dites-nous ce que vous devez nous dire. » « Je ne pourrai le faire qu'à 6h30 précise. » Le président demanda à parler aux avocats et appela Rouletabille. « Alors au moins dites-nous comment l'assassin a fait pour vous échapper le jour du meurtre du garde-chasse. » La cour dans laquelle s'est passé ce crime est toute petite. Elle est entourée de fossés et de grillages. L'assassin n'a pu se volatiliser. Mais je ne peux rien dire d'autre. Il faut attendre l'heure que je vous ai indiquée. « C'est trop fort !» vociféra l'avocat général. « Vous vous moquez de nous !» « Mais non !» intervint Frédéric Larsan. « Peut-être notre détective en herbe peut-il déjà nous faire quelques révélations ?» continua-t-il ironiquement. Oui, justement, c'est à propos de cette nuit-là. Après une sérieuse enquête, nous avons découvert, Monsieur Larsan et moi-même, que le garde-chasse utilisait une chambre du château pour ses rendez-vous galants et qu'avec sa maîtresse, Madame Mathieu, la femme de l'aubergiste, ils avaient convenu d'un signal. Cette dernière imitait le cri du chat de la mère Agénou. Même le soir de la première tentative d'assassinat, le père Jacques avait entendu les cris de la bête du bon Dieu, vous vous rappelez? Bref, cette nuit-là, le garde est sorti en compagnie de Madame Mathieu, qui portait un capuchon noir pour ne pas se faire reconnaître. C'est pourquoi le père Jacques l'a prise pour un fantôme. Elle a laissé des empreintes de pas élégants sur le sol. La femme de l'aubergiste avait déjà disparu derrière un buisson quand le garde a entendu des appels et des coups de feu. Il s'est retourné et il a eu la malchance de se trouver face à face avec l'assassin qui lui a donné un coup de couteau. Il est tombé et nous avons tous cru que nous tenions notre homme. Mais le véritable assassin s'était volatilisé. Les avocats exprimèrent leur mécontentement. « Ce ne sont que des suppositions fantaisistes. Nous voulons des faits et des preuves. » Le président trancha. « La théorie de M. Rouletabille me plaît assez. C'est pourquoi nous attendrons 6h30 comme il le demande. La séance est ajournée. » À vrai dire, l'attitude de Rouletabille l'amusait. Son effronterie, qui agaçait particulièrement l'avocat général, n'était pas sans lui déplaire. Rouletabille voulut me parler. J'étais franchement heureux de le revoir, et je brûlais d'impatience de connaître le nom de l'assassin, car, sincèrement, moi, je n'avais rien deviné. « Je ne peux rien vous révéler, » fit-il d'un air énigmatique. « Il est encore trop tôt. Voyez-vous, en Amérique, je suis allé chercher la deuxième moitié du nom de l'assassin. »« Comment ça, la deuxième moitié ?» fis-je, incrédule. « Eh bien oui. Je connaissais sa physionomie, son identité, mais il me fallait un autre élément pour compléter ce tableau. » Nous entrâmes dans la salle des témoins. Frédéric Larsan, apercevant Rouletabille, se leva et alla lui serrer la main. Par discrétion, je les quittai. Je les vis bavarder longtemps, puis, après environ une demi-heure, le célèbre détective sortit de la pièce. 6h30 sonnèrent. Tout le monde entra dans la salle des audiences. La tension était palpable. Qu'allait nous révéler Joseph Rouletabille? Qui était l'assassin? « Alors, monsieur Rouletabille, voulez-vous bien vous donner la peine de venir à la barre? Quel est le nom du coupable? Et faites vite, car ma patience a des limites. » « Monsieur le Président, je ne sais si... » « Écoutez, il est plus de 6h30. Cette attente a assez duré. Si vous ne nous le dites pas, je vous ferai arrêter pour outrage à magistrat. » « Il s'agit... » Rouletabille hésita et regarda dans la salle tout autour de lui. Chacun était pendu à ses lèvres, et moi le premier. « Eh bien, vous nous faites languir. » « Il s'agit de Monsieur Frédéric Larsan. » Ce nom fit l'effet d'une bombe. On entendit un « ah » général, puis des mots chuchotés, et enfin un brouhaha qui n'en finissait pas. « Silence! Silence !» criait le président en frappant avec son marteau. « Silence ou je fais évacuer la salle !» À ces mots, le public se tut. « C'est une aberration, monsieur Rouletabille. Vous dites n'importe quoi !» vociféra l'avocat général. « Non, je peux donner la preuve de ce que j'avance. »
Le jour après l'assassinat du garde, je regardais attentivement le lieu du crime et je remarquai un crochet sur un mur. Puis un autre un peu plus haut. Je levai la tête et je vis qu'il menait tout droit à la fenêtre de M. Larsan. Le soir du crime, durant le repas, nous avons bu du vin et je remarquai qu'il remplissait toujours mon verre. Puis il a fait semblant d'être narcotisé, alors que c'était moi qu'il voulait neutraliser. J'étais dangereux car j'avais deviné trop de choses. Et les preuves, monsieur Rouletabille, les preuves! Vous voulez des preuves? Eh bien, qu'on fasse venir M. Larsan